maintenant, avec tout ce qui se passe. Bon, ça a l'air que ça commence. On va écouter ça. Bon. Il l'applaudit, je ne sais pas pourquoi, peut-être pour les milliards donnés à l'Ukraine. Il n'y a pas un téléscripteur pour lui dire quoi dire. Monsieur le Président, Monsieur Biden, bienvenue au Canada et à la Chambre des communes. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président Fury, Mesdames et Messieurs les chefs de parti, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Vos Excellences, chers invités, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à cet événement extraordinaire. Au nom de tous mes collègues, je vous dis combien nous sommes honorés de votre visite. Alors que nous sommes réunis sous un même toit, nous prenons le temps de célébrer l'amitié et les valeurs communes de nos pays. Nous célébrons nos peuples et l'histoire de la coopération entre le Canada et les États-Unis. Un excellent exemple de cette coopération se trouve dans ma ville natale de North Bay, dans la circonscription de Nipissing-Témiscamingue, où les militaires canadiens et américains travaillent côte à côte au NORAD pour assurer notre sécurité en patrouillant dans le ciel de l'Amérique du Nord. Le NORAD est la preuve que lorsque les Canadiens et les Américains entreprennent des missions ensemble, nous pouvons accomplir de belles choses, de grandes choses. Mais encore plus important, notre amitié ne fait que croître. Cette visite nous rappelle à tous et à toutes que nous ne devons jamais tenir pour acquis notre amitié, notre coopération et nos valeurs communes. Maintenant, d'inviter le très honorable Premier ministre de prendre la parole. Monsieur le Premier ministre. Bon, Justin va parler. N'accrochez pas votre appareil. Ne brisez pas votre appareil, s'il vous plaît. Alors, restez patient, restez zen. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, nous accueillons au Parlement le 46e président des États-Unis d'Amérique, le président Joseph R. Biden. You are a true friend to Canada, and that matters more than ever in this consequential moment. Make no mistake, these are serious times. When the consequences of a warming planet are intersecting with the aftermath of a global pandemic. When an unjustifiable war in Europe has shocked the conscience of the world and exposed the vulnerability of energy markets and supply chains. When families are facing the pressures of inflation and struggling with affordability. When citizens around the world. Lorsque les citoyens du monde entier s'inquiètent de leur avenir et de celui de leurs enfants, Monsieur le Président, comme il se doit, nos deux nations sont unies en ce moment pour trouver des solutions côte à côte. De travailler ensemble pour créer des emplois,
bâtir des économies et des sociétés plus saines et plus durables. Ben oui, après avoir pété la chaîne d'approvisionnement. L'environnement et la sécurité sont interreliés. Et ça n'a jamais été aussi clair. It has never been Il n'a jamais été aussi clair que tout est lié, tout est imbriqué. La politique économique, la politique climatique, la politique de sécurité, tout est lié. Les gens ont besoin que nous réfléchissions de manière stratégique et que nous agissions de manière urgente. Et c'est exactement ce qui nous réunit ici aujourd'hui. Monsieur le Président, tout au long de leur histoire, le Canada et les États-Unis, en tant qu'amis, en tant qu'alliés, ont relevé ensemble de nombreux défis, des pandémies, des récessions, des guerres. Ici même, à la Chambre en septembre 1939, les députés ont débattu de l'entrée en guerre. Quelques années plus tard, les soldats canadiens et américains luttaient côte à côte contre le fascisme. Il y a des champs de bataille dans le monde entier où nos soldats reposent dans des cimetières côte à côte. La guerre est maintenant de retour en Europe. Comme vous le savez très bien, Monsieur le Président, le Canada va continuer de soutenir fermement l'Ukraine, quoi qu'il en coûte. together. Ensemble, nous sommes des partenaires sur lesquels l'Ukraine et le monde peuvent compter. Depuis que Poutine a lancé son invasion brutale, comme vous, le Canada a fourni un soutien militaire important. Dans notre cas, de l'artillerie, des munitions, des blindés et des chars. De 2015 à aujourd'hui, dans le cadre de l'opération unifiée, les forces armées canadiennes ont formé les courageux et forment toujours les courageux membres de l'armée ukrainienne. Avec nos partenaires et nos alliés, nous avons eu recours à des sanctions et à des mesures économiques punitives pour continuer à épuiser le trésor de guerre du Kremlin. Après un printemps terrifiant, un été et un automne violents et un hiver épuisant, l'Ukraine est toujours debout. Il y a un an, notre ami, le président Zelensky, s'est adressé à cette Chambre pour nous remercier de l'avoir soutenu dès le début. Ton ami, pas le Monsieur mien. le Président, ensemble, on réitère notre message pour le président Zelensky et pour les Ukrainiens. On reste à vos côtés. C'est en défendant les démocraties et l'ordre international fondé sur des règles qu'on va assurer la sécurité des Canadiens et des Américains. Vladimir Poutine a sous-estimé la détermination de l'Europe et des alliés de l'OTAN. Il a sous-estimé la force et le courage des Ukrainiens et leur volonté de défendre leur langue, leur culture, leur patrie. C'est sûr que la Russie, Poutine, Monsieur le c'est un Président. câble, il n'a pas vu venir ça. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter Natalia, que j'ai rencontrée juste la semaine dernière. Natalia est arrivée au Canada en provenance d'Ukraine il y a plus de 10 ans. Faites-nous signe, Natalia. She arrived Elle est arrivée ici, donc, de l'Ukraine il y a plus de 10 ans. Ici, elle est en sécurité avec sa famille, mais elle a encore beaucoup de proches et d'êtres chers en Ukraine. Chaque fois qu'elle raccroche le téléphone après avoir parlé à un cousin ou un ami, elle ressent un pincement au cœur. Elle se demande si cette conversation n'était pas la dernière. Monsieur le Président, nous ne pouvons pas, nous n'allons pas laisser tomber les proches de Natalia. Le peuple ukrainien compte sur nous. Nous devons nous tenir aux côtés de l'Ukraine autant qu'il le faudra, aussi longtemps qu'il le faudra. Autrement dit, ça vient de nous coûter cher. C'est ce que ça veut dire, ce discours-là. but I bring
Et si je parle de Natalia maintenant, c'est pas seulement à cause de ce qui se passe actuellement en Ukraine, mais c'est parce qu'elle est aussi la clé de ce que nous sommes en train de construire ici aujourd'hui et ce que nous construirons demain. Vous savez, j'ai rencontré Natalia en Nouvelle-Écosse la semaine passée, où elle vit actuellement près de Bridgewater, une petite ville de 9000 personnes. Depuis plus de 50 ans, l'usine de pneus Michelin à Bridgewater est une des plus performantes du monde. C'est grâce à la force des travailleurs que Michelin vient d'annoncer des investissements majeurs pour moderniser ses installations afin de répondre à la demande croissante de véhicules électriques. De bons emplois stables, comme ceux qu'on trouve dans cette usine, comptent vraiment pour Natalia et sa famille. Ils comptent aussi pour nos petites et grandes communautés. When I was Lorsque j'étais en Nouvelle-Écosse et que j'ai rencontré Natalia et d'autres, j'ai rencontré des travailleurs de l'industrie du pneu de 3e génération à l'usine Michelin. Grâce au travail que nous accomplissons ensemble et grâce aux investissements que nous faisons pour l'avenir, cette communauté aura des emplois pour des générations à venir. Et ça n'a pas juste un impact sur les gens de Bridgewater. Ça signifie qu'il continuera d'y avoir des camionnettes qui pourront livrer de la nourriture aux épiceries de Californie. Il y aura des camions qui livreront des fournitures médicales aux hôpitaux de Pennsylvanie et tout cela roulera avec des pneus fabriqués en Nouvelle-Écosse. Mr. President, Monsieur le Président, en 1987, Ronald Reagan s'est adressé à cette Chambre pour faire un dernier pas en avant vers le tout premier accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis. Il a souligné que la frontière entre les États-Unis et le Canada était un lieu de rencontre plutôt qu'une ligne de démarcation. Surtout au chemin Plus Roxham. de 30 ans plus tard, notre frontière n'est plus seulement le lieu où nous nous rencontrons. C'est l'endroit où nous allons nous rencontrer à l'instant même, mais aussi où nous allons nous rencontrer à l'avenir. Un avenir fait non seulement de bons emplois, mais aussi fait de carrières stables et de qualité pour les générations à venir. Un discours Nous vide. sommes également rejoints aujourd'hui par des travailleurs de l'acier de Dofasco à Hamilton. L'un d'entre eux s'appelle Neil. Levez-vous, Neil. you see, Vous voyez, la mère de Neil a travaillé chez Dofasco dans les années 70. Son père, lui, a travaillé dans le secteur de la finition de l'acier pendant 37 ans. Maintenant, aujourd'hui, grâce aux investissements que nous avons réalisés pour aider Dofasco à abandonner progressivement la production d'acier au charbon au profit des procédés électriques à arc, les enfants et les petits-enfants de Neil et ses arrière-petits-enfants pourront choisir de faire carrière dans la production d'acier propre dont le monde a besoin pour construire des véhicules électriques, des bâtiments et des ponts. L'acier propre sera l'épine dorsale de l'industrie manufacturière de demain. Et des travailleurs comme Neil, des générations d'avant jusqu'aux générations de demain, continueront d'être au cœur de l'économie que nous construisons pour la... c'est economic. Vous voyez, la politique, c'est la politique climatique, c'est la politique de sécurité face à une concurrence croissante, y compris de la part d'une Chine de plus en plus affirmée. Il ne fait aucun doute qu'il est important de nous tourner les uns vers les autres maintenant pour construire un marché nord-américain pour les semi-conducteurs, pour les batteries de panneaux solaires. Monsieur le Président, avec la loi sur la réduction de l'inflation d'aujourd'hui, de demain, la classe moyenne américaine, ça signifie aussi plus de clients pour les transformateurs canadiens de minéraux essentiels, pour nos innovateurs en matière d'énergie propre, pour nos travailleurs de l'automobile intégrés, pour nos agriculteurs, nos cultivateurs, nos producteurs et pour tant d'autres. C'est un exemple de la manière dont nous pouvons progresser chez nous et en tant que partenaires. Soutenir les bons emplois de l'économie de demain, le Canada a l'un des réseaux électriques les plus propres au monde. Environ 83% de notre électricité est déjà carboneutre et on est en voie d'atteindre 100% d'ici 2035.
Pour y parvenir, on travaille avec les communautés locales, y compris pour des projets dirigés par les Autochtones partout au pays, que ce soit pour des panneaux solaires ou des turbines éoliennes. Et toutes nos exportations d'électricité propre sont destinées aux États-Unis. À travers le monde, on doit tous accélérer notre transition vers les énergies renouvelables. Cette semaine, le groupe d'experts des Nations unies sur l'évolution du climat a publié un nouveau rapport qui indique que notre planète va atteindre un seuil critique en matière de réchauffement climatique au cours de la prochaine décennie. Ça veut dire plus de vagues de chaleur, plus de sécheresse, plus d'inondations et plus d'espèces en péril. When I think of Quand je pense aux familles que j'ai rencontrées sur la côte atlantique l'automne dernier et qui ont vu leur maison déchiquetée par l'ouragan Fiona, quand je pense aux habitants de Lytton en Colombie-Britannique dont la ville a brûlé à cause d'un incendie au cours d'une vague de chaleur record, je sais qu'un leadership responsable implique d'en faire plus pour lutter contre le changement climatique, plus pour protéger les familles. La politique climatique, c'est une politique économique, c'est une politique de sécurité. En tant que dirigeant, notre priorité est d'assurer la sécurité des gens. Non seulement on doit continuer notre travail, mais on doit en faire plus et plus rapidement. Et je sais que vous êtes d'accord, Monsieur le Président. Moi, je suis pas d'accord. De la discussion qu'on a eue en 2016, vous et moi, sur la lutte contre les changements climatiques, lorsque vous étiez en visite au Canada en tant que vice-président. Vous aviez rencontré les premiers ministres des provinces et des territoires et les dirigeants autochtones. Et ce même jour, pendant la réunion des premiers ministres, notre gouvernement a adopté le cadre pan-canadien sur la croissance propre et les changements climatiques, dont la base était de mettre un prix sur la pollution à l'échelle du pays. Je suis donc très heureux de vous accueillir à nouveau aujourd'hui, sachant que la protection de l'environnement demeure l'une de vos priorités principales. Les démocrates sont contents aussi aux États-Unis. Ils vont pouvoir continuer à gaspiller leur argent là-dedans. Monsieur le Président, ce qui rend ce moment si important, c'est que notre monde, notre mode de vie est confronté à de multiples menaces en même temps. C'est pourquoi la politique de sécurité, c'est la politique climatique, c'est la politique économique, parce que le changement climatique, l'inflation, la guerre, les pénuries d'énergie, mais aussi l'ingérence étrangère, la désinformation et la mésinformation et les attaques constantes contre nos valeurs et nos institutions sont d'autant d'éléments qui s'additionnent. Nos démocraties, comme la nôtre, tout comme les démocraties du monde entier, ne sont pas le fruit du hasard et ne se maintiendront pas sans effort. Être là, l'un pour l'autre. On doit continuer de s'opposer aux menaces autoritaires chez nous comme à l'étranger et continuer de défendre ce qui est juste. C'est pas le moment de faire des compromis sur nos valeurs. This is not. Ce n'est pas le moment de faire des compromis sur nos valeurs. C'est le moment de redoubler d'efforts. Nous devons continuer de faire preuve de résilience, de persévérance et de force. Résilience. Ah ben oui, ce Persévérance maudit mot-là, la résilience. et Ouais, force. ouais, c'est ça. Non. Ce sont là des mots qui décrivent parfaitement deux hommes qui sont ici avec nous aujourd'hui, Michael Kovrig et Michael Spavor.
Monsieur le Président, lorsque l'avion transportant les deux Michael a atterri en sol canadien après plus de 1000 jours de détention arbitraire en Chine, les Canadiens ont prouvé que la résilience, la persévérance et la force sont plus que de nobles idéaux. Ce sont des engagements qui propulsent nos actions et qui façonnent notre caractère. Le Canada a réussi à rapatrier les deux Michael, mais nous l'avons fait de la bonne façon, non seulement en respectant la règle de droit, mais en nous y rattachant. Lorsque nous étions sous pression de diminuer nos engagements envers nos différents accords et traités et à la primauté du droit, nous n'avons pas capitulé. Nous n'avons pas abandonné nos valeurs. Nous avons redoublé d'ardeur. Nous nous sommes ralliés avec nos alliés contre la détention arbitraire. Et grâce à cela, avec votre soutien et votre leadership, Monsieur le Président, la règle de droit l'a remporté et les Michael sont rentrés à la maison. C'est épouvantable de parler des Michael quand on a appris justement qu'un de ces députés libéraux avait intervenu pour les laisser en Chine plus longtemps. Dégueulasse. Les Américains doivent rester une source d'inspiration pour le reste du monde, mais surtout, on doit poursuivre notre travail. Chaque jour, on doit faire les efforts nécessaires pour bâtir un avenir meilleur pour les gens comme Neil et Natalia et pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Nous devons et nous saurons relever les défis du moment. Monsieur le Président, dans votre État de l'Union le plus récent, vous avez encouragé le peuple américain à demeurer optimiste, rempli d'espoir et tourné vers l'avenir. Eh bien, c'est une vision que les Canadiens partagent. Donc, continuons à travailler fort et ensemble, continuons à bâtir un meilleur avenir pour nos peuples. Bienvenue au Canada, mon ami. Mesdames et messieurs, le président des États-Unis, Joe Biden. Bon. On verra pour la substance. Je ne m'attends pas à grand-chose. Mais on va regarder ça attentivement. Ça risque d'être intéressant quand même. Alors, de parler des Michael, j'en reviens pas. Incroyable. Quelle honte. Bonjour. Merci beaucoup. Bonjour. Brr, brr. Bon, séance d'applaudissements. Je dois vous avouer que j'ai suivi le français pendant 4 années à l'école. La première fois que j'ai essayé de faire une allocution en français, on m'a rigolé au nez. Bon, je peux pas faire mieux, hein. Mais en tout cas, merci beaucoup. Monsieur le Président de la Chambre des communs, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les députés, merci de ce chaleureux accueil pour moi et ma femme. Monsieur le Premier ministre Trudeau, vous avez été le premier dirigeant étranger que j'ai rencontré tout juste un mois après ma prestation de serment. Et c'était pendant les moments les plus difficiles de la pandémie de COVID-19. La visite a dû se faire en mode virtuel. Mais depuis lors, nous nous sommes vus partout dans le monde. Nous avons pris en charge certaines des questions les plus difficiles que nos pays ont connues depuis bien longtemps. Merci de votre partenariat et merci de l'amitié personnelle dont nous jouissons ensemble. Gilles et moi sommes reconnaissants de l'hospitalité dont Sophie et vous avez fait montre, mesdames et messieurs. C'est pour moi un honneur que d'être ici, de maintenir cette tradition qui a été maintenue par beaucoup de mes prédécesseurs et pour m'adresser à vous ici. Vous avez fait un formidable travail, c'est magnifique.
C'est une coutume qui témoigne de notre étroite relation. Les Américains et les Canadiens sont deux peuples, deux pays qui, à mon sens, partagent le même cœur. Les liens qui nous unissent sont personnels. Il n'existe d'autres pays au monde unis par des liens si forts, qu'il s'agisse d'amitié, de famille, d'échanges commerciaux, de culture. Nos syndicats transcendent la frontière, même que nos ligues sportives, le baseball, le basketball, le hockey. Bon, écoutez, le hockey, hein. Je dois vous dire que j'aime bien vos équipes, à l'exception des Leafs. Au hockey, ça serait trop vite pour lui, de toute Vous savez façon. pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Vous voulez que je vous dise pourquoi? Non. Ils ont battu les Flyers en janvier. Bon, je vous aime bien, mais pas tant que ça quand même, hein? Crétin. C'est difficile, ou du moins c'est aisé de prendre le partenariat entre le Canada et les États-Unis pour acquis, mais quand vous y songez véritablement, c'est un miracle. Nous avons une frontière longue de plus de 8000 kilomètres. Et tout ça est défini par des échanges commerciaux pacifiques, une relation commerciale qui représente plus de 2,5 milliards de dollars par jour. Et tous les jours, des centaines de milliers de personnes passent la frontière du nord au sud et vice-versa pour travailler, pour des visites ou sachant qu'ils seront accueillis chaleureusement de l'autre côté. Les Américains adorent le Canada. Ce n'est pas une hyperbole. D'ailleurs, ça a été prouvé en début de semaine. Gallup a publié les résultats d'un nouveau sondage sur l'opinion qu'ont les Américains de différents pays au monde. Et c'est un fait. Le Canada s'est retrouvé en tête avec une cote de favorabilité de 88%. Contre 85% l'an passé. Et c'est ce point-là que je vous ai apporté, moi, vous voyez. J'imagine que tous les politiciens ici présents tueraient pour avoir des chiffres de popularité équivalents. Mais cela s'explique. Les mêmes aspirations fondamentales retentissent dans les deux pays de l'Atlantique au Pacifique. L'aspiration de vivre en liberté. Mais pas simplement en liberté, mais aussi avec dignité. Et sans relâche, d'essayer de faire en sorte que demain soit meilleur, de laisser à nos enfants, à nos petits-enfants, un avenir meilleur du fait de nos efforts. C'est la même chose aux États-Unis, comme le président Kennedy l'a dit lorsqu'il s'est adressé à vous en 1961. Nous sommes unis en tant que pays égaux et indépendants, colocataires du même continent, héritiers du même patrimoine et associés pleinement mais souverains dans la même entreprise historique qui consiste à préserver la liberté pour nous-mêmes et pour tous ceux qui la souhaitent, tous ceux qui souhaitent la voir. Depuis plus d'un siècle de cette entreprise historique, le Canada et les États-Unis se sont toujours soutenus l'un l'autre. En temps de guerre, en temps de paix, nous avons été un bastion de liberté, protecteur des libertés fondamentales qui donnent un véritable sens à notre vie. Et nous sommes montés au créneau avec plaisir en prenant en charge les responsabilités de leadership au niveau mondial. Nous comprenons tout ce qui est en jeu lorsque la liberté est attaquée, où que ce soit dans le monde. Aujourd'hui, nos destins sont entremêlés et inséparables. Et ce n'est pas à cause de la géographie inévitable, mais c'est parce que c'est un choix que nous faisons à maintes et maintes reprises. Les États-Unis choisissent d'unir leur avenir avec celui du Canada parce que nous savons qu'il n'existe aucun partenaire meilleur. Et je le dis du fond du cœur, aucun allié aussi fiable, aucun ami aussi constant. Et aujourd'hui, je vous le dis, à vous et à tous les Canadiens, vous pourrez toujours compter sur les États-Unis d'Amérique. Together.
Ensemble, nous avons construit un partenariat qui nous confère un avantage hors norme, à nous deux. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes jamais en désaccord. Ça arrive de temps en temps entre n'importe quel pays, mais lorsque nous avons des désaccords, nous résolvons nos différends avec amitié et bonne volonté. Parce que nous comprenons tous deux que nos intérêts sont fondamentalement alignés. Nous sommes à un moment charnière de l'histoire. On m'a expliqué le point d'inflexion. Vous êtes sur l'autoroute, vous êtes à 80 km et vous tournez de 5 degrés. Eh bien, vous ne pourrez jamais revenir sur la même voie. Cependant, vous êtes sur une voie, un cours différent, un cap différent. Et les décisions prises dans les années qui viennent nous détermineront le cours du monde dans les dizaines d'années à venir, les 4 ou 5 générations à venir. Et rien ne me donne plus de confiance en l'avenir que le fait de savoir que le Canada et les États-Unis sont toujours solidaires. Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler un petit peu de cet avenir, un avenir qui s'offre à nous et qu'il va falloir saisir. On me critique souvent parce que, avec Barack Obama, on plaisantait toujours dans nos réunions privées. Je disais, le pays n'est jamais aussi optimiste que ses leaders. Eh bien, moi, je suis plus optimiste que jamais au vu de ces perspectives. Et je le dis sincèrement. Nous avons un avenir qui est centré sur la prospérité partagée. La sécurité partagée, les valeurs partagées, c'est avant tout un avenir bâti sur notre prospérité partagée, dans lequel le Canada et les États-Unis continuent d'ancrer la région économique la plus compétitive, prospère et résiliente au monde. Et cela est un fait, ni plus ni moins. Ouais, il fallait qu'il plugge le mot résilient encore. Hein? Un avenir dans lequel nos chaînes d'approvisionnement sont sûres et fiables d'un bout à l'autre, parce que nous ajoutons de la valeur à chaque étape, ici en Amérique du Nord. Qu'il s'agisse de l'extraction de minéraux critiques ou de la fabrication ou du conditionnement des semi-conducteurs les plus avancés au monde, Il a ou dit le encore mot de la production trafic. de véhicules électriques et de technologies d'énergie Non, propre. c'est la C'est un traductrice. avenir où nous comprenons que la réussite économique n'entre pas en conflit avec les droits et la dignité des travailleurs et où le fait que nous assumions nos responsabilités relatives à la crise climatique, eh bien, c'est plutôt que la réussite économique en dépend, en fait. C'est un fait. Depuis que je suis président, je suis focalisée sur la reconstruction de l'économie des États-Unis, du bas vers le haut et du centre vers les extrémités. Il ne s'agit pas de ruissellement, on n'en parlait pas quand j'étais enfant. Quand la classe moyenne se porte bien, eh bien les riches se portent bien aussi. Les États-Unis entreprennent, et ça je le dis aux critiques de la presse, des investissements bipartites historiques dans les infrastructures et l'innovation qui ont déjà commencé à profiter aux Américains. Et alors que nous mettons en œuvre ces accomplissements législatifs, nous voyons émerger d'énormes débouchés qui permettent au Canada et aux États-Unis de travailler ensemble pour créer des emplois bien rémunérés dans les deux pays et favoriser la croissance. La loi sur la réduction de l'inflation, qui n'était pas bipartite, mais bon, cela constitue le plus grand engagement qui soit contre la crise climatique de notre histoire, à savoir le plus grand investissement de l'histoire humaine. Elle va engendrer, cette loi, des investissements dans les énergies propres partout dans le monde. Et elle inclut de manière explicite des crédits d'impôt pour les véhicules électriques assemblés au Canada. Et la raison en est simple. Pourquoi ça applaudit, là? Rien dit d'important. Hein? Nous reconnaissons ainsi le niveau d'interconnexion de nos secteurs et des travailleurs de l'automobile. Et je suis le président le plus pro-syndicat que vous puissiez connaître. Et je parle beaucoup aux syndicalistes canadiens également. C'est un modèle de coopération à venir avec les deux pays qui investissent chez eux pour renforcer leur base industrielle, tout en s'assurant que ces produits fabriqués en Amérique du Nord soient les meilleurs au monde. Nous allons amplifier notre engagement partagé
en faveur de l'action face au changement climatique tout en engendrant la croissance économique. Mais pensez-y quelques instants. Quand j'ai annoncé ma candidature, les gens pensaient que j'étais un écolo-démocrate. Eh bien, écoutez, je n'avais même pas encore annoncé mon plan sur l'écologie et déjà on me disait mais comment ça se fait qu'il a changé d'avis? En fait, c'est parce que j'ai rassemblé tous les syndicalistes, je les ai convoqués à la Maison-Blanche et ils pensaient qu'ils allaient perdre des emplois. Mais en fait, chaque initiative écologique crée des emplois syndiqués, des milliers d'emplois sont créés. Ils viennent mentir en pleine face. C'est faux. Par exemple, vous vous souvenez de IBW avec les stations de chargement? Eh ben, qui les a construites? Eh ben, des ouvriers syndiqués. Et ces stations de chargement vont permettre aux Canadiens et aux Américains de se déplacer comme il faut avec leurs véhicules à émission réseau. Et nous allons fabriquer les batteries et les technologies nécessaires pour ces véhicules. Et nous avons appris une dure leçon pendant la pandémie, lorsque nous comptons sur des chaînes d'approvisionnement juste à temps qui s'étendent sur le globe tout entier. Elles sont particulièrement vulnérables face à des perturbations et des retards. Et cela fait monter les prix ici, aux États-Unis et au Canada. Il est possible de faire mieux. Le Canadien et notre pays a la chance d'avoir d'extraordinaires ressources naturelles, particulièrement au Canada, avec les minéraux critiques qui sont essentiels à notre avenir. Et je pense que nous avons une possibilité qui s'offre à nous pour travailler ensemble de manière à ce que le Canada et les États-Unis puissent acheter et s'approvisionner ici, en Amérique du Nord, pour tout ce dont nous avons besoin pour que les chaînes d'approvisionnement soient fiables et résilientes. Pour faire en sorte que cette chaîne d'approvisionnement fasse des jaloux partout dans le monde, les États-Unis mettent à disposition des financements dans le cadre de la loi sur la production pour la défense, de manière à inciter les sociétés américaines et canadiennes à extraire et traiter de manière responsable les minéraux critiques nécessaires pour les véhicules électriques et pour les semi-conducteurs. Nous avions perdu le contrôle de la production de ces composantes et tout cela est tellement intégré dans notre vie quotidienne. L'usine IBM qui se trouve à Bromont au Québec est la plus grande usine de conditionnement et de test de semi-conducteurs en Amérique du Nord. Les puces fabriquées au Vermont et dans le nord de l'État de New York sont expédiées à Bromont où elles sont conditionnées en composantes électroniques. Mais maintenant, Bromont va s'élargir grâce au soutien de l'État canadien et il va y avoir beaucoup plus de travail grâce à la loi qui a été promulguée l'an dernier, Chips et Science. Nous allons voir des investissements à hauteur de milliards de dollars dans la production high-tech américaine. 12 milliards de dollars ont été investis par la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company en Arizona, 20 milliards investis par Intel dans l'Ohio et 100 milliards investis par Micron à New York, ce qui représente le plus gros investissement de la sorte jamais réalisé. À mesure que les puces commencent à sortir de ces nouvelles lignes de production américaine, nous allons avoir davantage d'emplois bien payés. Et aujourd'hui, je mets également à disposition 50 millions de dollars au titre de la loi sur la production pour la défense, de manière à inciter les sociétés américaines et canadiennes à investir dans le conditionnement des semi-conducteurs et des cartes de circuit imprimés. Cela me mène au deuxième pilier de notre avenir, dans la mesure où notre prospérité partagée est profondément liée à notre sécurité partagée. Par le passé, le Canada et les États-Unis ont prouvé qu'ils n'étaient pas isolés des défis qui touchent notre région et le reste du monde. Le monde a besoin du Canada et a besoin que le Canada et les États-Unis travaillent ensemble pour mobiliser une action mondiale forte et efficace. Cela est particulièrement évident lorsque vous voyez notre réaction unie face à l'agression brutale de la Russie contre l'Ukraine.
Nous avons agi ensemble, pour défendre la souveraineté, la démocratie, la liberté pour nous-mêmes et tous ceux qui les souhaitent. Et comme je l'ai dit au président Zelensky lorsque je l'ai vu à Kiev le mois dernier, les gens du monde entier soutiennent les courageux Ukrainiens. C'est tellement étonnant, ce courage dont ils font montre. Chers amis, je sais que la diaspora ukrainienne est nombreuse ici au Canada. Vous nous avez présenté l'une de ses membres, mais le sentiment est partagé. Le Canada et les États-Unis, de concert avec 50 autres pays, s'assurent que l'Ukraine puisse se défendre. Nous assurons que l'Ukraine puisse se défendre en fournissant des systèmes de défense aérienne, d'artillerie, des munitions, des blindés, des chars et bien plus encore. Des dizaines de milliards de dollars ont été alloués jusqu'à présent. Et nous faisons en sorte de nier à la Russie l'accès à différents intrants pour sa machine de guerre. Et nous tenons indépendamment la Russie pour responsable pour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis par la Russie en Ukraine au moment même où nous parlons. Le Canada et les États-Unis ont tous deux accueilli les réfugiés ukrainiens à bras ouverts. Nos compatriotes connaissent le prix de la liberté. La Tour de la Paix ici même témoigne du sacrifice de plus de 60 000 Canadiens courageux qui ont péri dans la Première Guerre mondiale, faisant ainsi à jamais ce pays un champion de la liberté. Les paroles du poète canadien et lieutenant-colonel John McCrae retentissent encore depuis les champs des Flandres. À vous, de nos mains faibles, nous passons le flambeau. Il est à vous et vous devez le tenir haut. Ainsi aujourd'hui, affirmons encore une fois que nous allons faire en sorte que le flambeau de la liberté brûle et brille. Notre soutien au peuple ukrainien ne faillira pas. Poutine pensait qu'il allait fouler aux pieds l'OTAN, mais sa soif folle de pouvoir ne gagnera pas. L'amour des Ukrainiens pour le pays l'emportera face à l'agression du président Poutine. Eh bien, le Canada et les États-Unis montrent clairement leur engagement pour les alliés de l'OTAN. Nous ferons en sorte que notre alliance reste forte et unie. Nous défendrons le moindre centimètre du territoire de l'OTAN. Une attaque contre l'un d'entre nous est une attaque contre nous tous. And as we look forward to the Nous nous réjouissons du 75e anniversaire de l'OTAN l'an prochain. Le Canada et les États-Unis partagent une responsabilité, un engagement qui consiste à faire en sorte que l'OTAN puisse dissuader toute menace et assurer une défense contre toute agression. C'est là le socle de notre sécurité dans les deux pays. Le Canada et les États-Unis ne sont pas seulement partenaires dans la sécurité transatlantique, nous sommes également des nations du Pacifique. En début de mois, nous avons organisé notre premier dialogue États-Unis-Canada sur l'Indo-Pacifique afin d'approfondir notre coopération dans cette région vitale et de promouvoir une région Indo-Pacifique libre, ouverte, prospère et sûre. Nous sommes également des pays de l'Arctique. Nous reconnaissons tous l'importance cruciale de cette région pour notre sécurité collective et nous travaillons avec d'autres pays. Nous travaillons de manière collaborative pour protéger les étendues les plus au nord de notre monde. Et nous sommes des pays américains profondément investis pour assurer que le continent américain soit en paix, prospère, démocratique et sûr. Cela commence par notre engagement consistant à défendre nos concitoyens et la souveraineté de notre territoire. NORAD est le seul commandement militaire binational au monde. C'est le seul commandant militaire binational au monde. C'est un autre témoin de notre partenariat d'exception. NORAD est un symbole extraordinaire de la foi que nous avons l'un dans l'autre et de la confiance que nous avons dans nos capacités. Bientôt, NORAD va disposer d'un radar de nouvelle génération
avec de nouveaux systèmes de surveillance et des infrastructures modernisées. Et je me réjouis de continuer à travailler avec vous pour faire en sorte que nos concitoyens puissent se sentir en sûreté, sachant que NORAD veille. Ah oui, NORAD, on a sous-investi pendant des années et là, il faut rattraper ça rapidement. On n'avait pas les bons radars, donc vous voyez, discours de guerre, discours sur le climatique et Also autres coordinating dépenses. closely Nous travaillons également en étroite coordination de manière à prendre en charge les défis de la sécurité humaine dans notre région. Nous travaillons en partenariat avec le peuple haïtien afin de trouver des manières d'apporter une assistance sécuritaire et humanitaire qui contribuera au renforcement de la stabilité en Haïti. Nous nous attaquons au fléau des drogues synthétiques qui ravagent les communautés canadiennes et américaines, particulièrement les jeunes. Le fentanyl tue pratiquement tout le monde connaît quelqu'un qui a été touché, quelqu'un qui a perdu un enfant ou un ami. Le Canada et les États-Unis travaillent de concert avec leur partenaire le Mexique pour s'attaquer au problème à tous les stades. Des précurseurs chimiques qui viennent de l'étranger, aux poudres, aux cachets et aux trafiquants qui les font entrer dans nos pays. Et nous savons que Comme à la frontière du Sud au Mexique, par exemple. l'épidémie des opioïdes synthétiques trouve ses racines partout dans le monde, pas simplement ici. Nous annonçons donc ainsi aujourd'hui une nouvelle coalition mondiale de pays affinitaires menés par le Canada et les États-Unis pour prendre en charge cette crise. Il en va de notre santé publique. Ah Une ouais, question ouais, de ouais. santé publique. Santé publique. Ah bon. Incroyable, incroyable, incroyable. Et le Canada va s'occuper de gérer ça, le fentanyl, la crise au Mexique et tout. Il est question de notre avenir économique et de notre sécurité nationale. Nous travaillons également ensemble pour prendre en charge les niveaux records de migration sur le continent américain. La déclaration de Los Angeles sur les migrations et la protection, qui a été signée par les États-Unis et le Canada, ainsi que 19 autres pays, représente une nouvelle approche face au défi des migrations, qui est réel. C'est une approche qui allie des politiques humaines qui sécurisent les frontières tout en soutenant les migrants. Aux États-Unis, nous élargissons les voies légales pour les migrants, cherchant la sûreté sur la base humanitaire, tout en décourageant l'immigration clandestine qui alimente l'exploitation et la traite des personnes. Aujourd'hui, je facilite le Canada et non la Chine. Je me suis trompée. Vous voyez ce que je suis en train de me dire dans ma tête là? Oui, En ça ce qui tourne dans le concerne vide. la Chine, on y viendra. Je félicite donc le Canada d'avoir mis sur pied un programme semblable qui ouvre de nouvelles voies légales qui permettront à 15 000 migrants de venir au Canada en provenance des pays du continent américain. En même temps, les États-Unis et le Canada continueront à travailler ensemble pour décourager les passages illicites et mettront pleinement en œuvre l'accord sur les pays tiers sûrs. Pour information, Fox News diffuse live eux autres aussi. Alors, ils ont sûrement capté le bout qu'on va s'occuper de la frontière. Dernièrement, tout en œuvrant en faveur de notre prospérité et sécurité partagée, nous ne devons jamais perdre de vue nos valeurs partagées parce que ce sont ces valeurs qui sous-tendent tout le reste. L'accueil des réfugiés et des demandeurs d'asile fait partie intégrante de notre identité de Canadiens et d'Américains. En fait, les États-Unis ont récemment lancé un nouveau programme de parrainage privé pour les réfugiés du nom de Welcome Corps ou du corps d'accueil, qui se base sur les décennies de leadership canadien en matière de relocalisation des réfugiés. Nous sommes tous deux des pays édifiés sur la base de nos relations de nation à nation avec les Amérindiens et les Premières Nations. Et nous avons tous deux été influencés durant. Nous pensons et nous sommes convaincus intimement que tout un chacun mérite de vivre en dignité et en sûreté, de réaliser ses rêves les plus beaux. Nous nous évertuons à défendre les droits de l'homme, à faire progresser l'équité et l'égalité entre les genres et à maintenir la justice et l'état de droit. Et je souhaite m'attarder ici pendant quelque temps sur le travail que le Canada a réalisé pour une coalition de 70 pays soutenant la déclaration contre la détention arbitraire dans les relations d'État à État. Ce n'est pas simplement une déclaration de valeur. Nos concitoyens ne sont pas une monnaie d'échange, ils ne sont pas des leviers diplomatiques. Ce sont des êtres humains qui ont une vie, une famille et
à qui le respect est dû. Et je suis ravie que les deux Michael soient là, Michael Spavor et Michael Kovrig, qui soient sains et saufs auprès de leur famille. Après plus de 1000 jours de détention. Si ma mère était là, elle dirait que vous soyez bénis tous les deux. Merci beaucoup et je suis ravie de vous avoir rencontrés. L'extraordinaire diversité qui définit chacun de nos pays fait notre force. Et le Premier ministre Trudeau et moi, nous le savons. Nous partageons cette conviction. Nous avons tous les deux bâti des gouvernements qui ressemblent aux États-Unis et au Canada. Je suis très fière Ouais, c'est pour ça que Trudeau se fait huer partout. que nous comptions tous deux 50% de femmes ministres. Pour la première fois de l'histoire. Ah oui, Kamala Harris est un exemple, comme Mélanie Joly aussi, puis comme Chrystia Freeland, puis avec Hélène, tout ça, c'est tous des bons exemples. Et nous avons tiré des leçons de vous parce qu'en fin de compte, quand nous rendons la tâche plus aisée aux communautés historiquement non représentées et sous-desservies, quand on leur permet de rêver, de créer, de réussir, nous offrons un avenir meilleur à tout un chacun. Continuons donc à travailler. Lorsqu'il existe des obstacles à l'égalité, des débouchés, il faut les éliminer. Lorsqu'il existe des inéquités qui étouffent le potentiel, eh bien, il faut le libérer et lui donner libre cours. Lorsqu'il existe des injustices, il faut insister pour que la justice soit rendue. Ce sont là nos valeurs partagées, ce qui sous-tend tous nos travaux, notre démocratie même et notre vitalité et dynamisme. C'est ce qui nous motive à toujours aller plus loin. On oublie l'essence de la démocratie. Nous devons pouvoir aller au-delà de l'horizon. Je vais conclure ainsi. L'année après son allocution ici au Parlement, le président Kennedy a prononcé un célèbre discours à l'université Rice. Il a dit qu'on irait sur la Lune d'ici la fin de la décennie. Il a dit, vous vous souviendrez peut-être, nous on l'a appris à l'école, nous choisissons d'aller sur la Lune dans cette décennie et de faire d'autres choses, non pas parce que c'est facile, non pas parce que c'est difficile, mais parce que c'est un défi que nous sommes disposés à relever. Que nous ne nous sommes pas disposés à remettre à plus tard et que nous avons l'intention de gagner. Cette allocution puise au plus profond du caractère américain. C'est quelque chose de puissant, de profond. Nous sommes convaincus que nous pouvons accomplir de grandes choses. Allumer la télé depuis 2 ans, que ce soit chez vous ou chez nous, après 2 années de Covid, les gens se demandent si on peut encore accomplir de grandes choses, de grandes choses. Allumer la TV, c'est Et quoi le bien sûr rapport? que oui. Câlisse. Moi, j'en suis convaincue. Cette confiance peut faire de nos rêves les plus audacieux une réalité. Moins de 7 années après cette allocution, le monde entier a regardé l'humanité laisser ses empreintes sur des sols les plus lointains de la Lune. Cela a inspiré une génération tout entière qui a déclenché une grande partie des avancées technologiques. Et aujourd'hui, notre monde se trouve encore à une orée d'avancées et de possibilités auxquelles nous n'aurions jamais pu rêver. Et le Canada et les États-Unis sont chefs de file et le resteront. Dans quelques jours à peine, dans tout juste quelques jours, la NASA va annoncer la composition de l'équipe internationale d'astronautes qui constituera l'équipage de la mission Artemis II, le premier voyage de l'homme sur la Lune depuis la fin des missions Apollo il y a plus de 50 ans de cela. Et il y aura 3 Américains et un Canadien. Nous choisissons de retourner sur la Lune ensemble. Ensemble, nous allons retourner sur la Lune. Et de là, nous nous tournerons vers Mars et les possibilités sans limite qui nous attendent. Et ici, sur Terre, nos enfants qui verront ces images et connaîtront le nom de ces nouveaux pionniers, ce sont eux qui mèneront
dans l'avenir et la génération Artemis, ce sera ses enfants. Mesdames et messieurs, nous vivons dans une ère de possibilités. Xi Jinping m'a demandé de définir les États-Unis. J'aurais pu dire la même chose sur le Canada. Et en un mot, possibilité, au pluriel. Rien ne dépasse nos capacités. On peut tout faire. Ne doutez jamais de nos capacités. Le Canada et les États-Unis peuvent accomplir de grandes choses. Nous le faisons ensemble, nous sommes solidaires, nous allons monter ensemble et nous allons écrire notre avenir ensemble, je vous le promets. Que Dieu vous bénisse et que Dieu protège nos troupes. Merci, merci, merci. Bon, OK, on va juste checker, voir qu'est-ce qui se passe. Il a réussi à descendre les marches. Bon, alors, on l'a entendu, on voit un peu les réactions sur le site, là. Hein? Donc, on regarde ça un peu. Ouais, ben écoutez, c'est un discours qui ne passera pas à l'histoire, mais d'un autre côté, la Lune, on peut-tu l'envoyer sur le Soleil? Il est déjà dans l'espace, surpris qu'il mentionne Dieu. Ben oui, Jean, moi aussi, j'ai mentionné ça. J'ai trouvé ça. Parce qu'au Parlement de Trudeau, Dieu, ça n'a pas sa place, c'est pas bon, c'est pas fin. Alors, sûrement que Justin va le traiter d'homophobe et de raciste et de xénophobe et tout et tout. Parce que là, il a parlé de Dieu. Hein, vous savez que c'est pas bon, ça, actuellement. Ces deux-là qui n'ont rien. On va descendre ensemble. J'ai bien hâte de voir les commentaires de Fox News qu'ils vont faire parce qu'ils ont dû noter quelques affaires eux autres aussi. Ils se grattent la tête, là. On voit Sophie encore. Bref, je check du coin de l'œil en même temps. Alors, c'est les critiques qui vont commencer. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir assisté à ça live avec moi. Alors, c'était intéressant. Il fallait l'écouter. Je sais que c'était pénible, c'était dur. Mais entre autres, ce que je retiens du discours caché, hein, ça va nous coûter cher avec le volume-hiver, définitivement. Effectivement, il pilotait un peu la mainmise de nos richesses naturelles, l'eau, nos ressources rares, nos terres rares pour les téléphones, les batteries, les métaux précieux. C'est ce que Maxime Bernier a dit hier d'ailleurs. Il venait un peu à cette conquête-là. Il va piloter les frais et tout. Et on travaille avec des syndicats transfrontières. Ouais, ils n'ont pas les mêmes règlements et les mêmes règles, par exemple. Est-ce qu'il va imposer que le Canada suive les règles du syndicat américain, par exemple? Bonne question. Et là, ben, c'est sûr que dans les guerres, il faut continuer. L'Ukraine, ça va continuer à donner de l'argent. C'est assez spécial. Haïti, vous l'avez entendu parler. On va continuer à Haïti. On n'a pas d'affaire là. Ce fut un plaisir, Dan. Pas le ski, je mets notre présence, effectivement, Jean. Parce que si on écoute ça tout seul, on a de quoi déprimer des fois, là, tout le monde. Là. Voilà. C'est assez clair. On a vu les réactions des gens, c'est important. Trudeau, Freeland, les autres. Alors, voilà. On se demandait où était Sophie. Bon, là, ils l'ont sorti. Carrément. Alors, NORAD, nos radars datent des années 80, pas capable de détecter les nouvelles technologies. Je suis surpris un peu d'apprendre ça. J'ai des doutes là-dessus. J'ai des doutes. Ça, c'est l'article du journal que je vous ai lu. J'ai des doutes que les radars américains, que les radars canadiens n'aient pas tant suivi que ça de NORAD. Ceci dit, le Canada a manqué d'investissement. Ça pourrait être possible aussi. Si c'est ça, si on vraiment laissé dégrader à ce point les équipements du NORAD au Canada, vraiment, vous avez une preuve. C'est une gang de cornichons qui sont là. Alors, merci beaucoup. C'est ça. Donc, Varnac, notre richesse, notre liberté. Voilà. Quand même, c'est spécial d'entendre ça de la bouche du. D'habitude, on dit entendre ça de la bouche du cheval, mais c'est chiant pour les chevaux. On va dire de la bouche de l'âne, peut-être, ou quelque chose. Tu sais, j'aime pas ça. Le cheval est un animal noble, quand même. Alors, je ne veux pas comparer quoi que ce soit de Biden avec. Puis même un âne, c'est noble, quand même. Là, en tout cas. Vous l'avez entendu de la bouche de l'insecte. Hein? On est dans le mot d'insecte. L'oral n'est pas capable de détecter les ballons. Non, mais si c'est vraiment ça, le système, ça c'est Rock Messier. Merci Rock. Comme je dis, je vois vos commentaires sur l'autre page. Malheureusement, ça ne s'affiche pas en direct. C'est assez particulier d'avoir vu ça. Ça va nous coûter cher. Pas la visite. Les après de ça, les annonces qui vont être vomies suite à ça. Là, avec l'Iran, je regarde du coin de l'œil, là, ça aussi, ça continue de préoccuper beaucoup. Donc, il va falloir encore envoyer des soldats
au Moyen-Orient dans ce cas-ci. On les enverrait en Syrie peut-être. Hein? Donc, voilà. Ce ne sont que des paroles, ce sont les ententes signées qui comptent. Alors, reste à voir, est-ce que les ententes vont être dévoilées? Ah, ça, c'est clair. Et on tient à rappeler que nous avons appris que Han Dong, le député libéral qui a démissionné, là, le traître, ben lui, il est intervenu pour que les deux Michaels restent en Chine plus longtemps. Alors, quand je l'entendais parler de ça, autant Trudeau que Biden, franchement, c'est dégueulasse de parler des Michaels après les avoir laissés pourrir 1000 jours en prison, avec Huawei, entre autres, qui était dans le portrait. Alors, voilà. Et sa phrase, quand la classe moyenne va bien, les riches en profitent. C'est spécial, c'est spécial. Je comprends son point. Quand la classe moyenne va bien, dans le sens que l'économie va bien tout court, ouais. Mais là, tu dis que les riches en profitent. On devrait dire plutôt, quand un État va bien, quand il y a des milliardaires, des millionnaires aussi, que tout va bien, que la classe moyenne grossit, c'est signe que l'économie va bien, que le pays va bien. Et là, une drôle de phrase dans sa bouche, que, tu sais, c'est assez spécial. Les nouveaux avions stealth sont indétectables, non? Ben, Steve, effectivement, mais là, c'est parce que les radars du NORAD devaient pouvoir le faire, les détecter aussi, mais c'est particulier. Au moins, le chemin Roxham, c'est la bonne nouvelle du jour. Ouais. Alors, ça, c'est une bonne chose, mais tu entendais parler que le Canada, en partenariat avec les États-Unis, vont s'occuper de l'immigration illégale. Ben oui, toi, chose. Hey. Alors là, je suis sûr que ça, on va l'entendre de Five à soir ou Fox News, peu importe. Biden qui dit on va s'occuper de l'immigration illégale. Et alors que ce matin même, je voyais un reportage d'un afflux d'immigrants illégaux vers le nord, vers le Vermont. Alors, la gang qui est rentrée des illégaux au Mexique s'en vient ici au Canada. C'est une vague et une petite communauté du Vermont qui s'est plainte. Ils sont remboursés avec 2000 immigrants illégaux d'une claque tout d'un coup demandé. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent dans ce village-là? Ils ne sont même pas là carrément. Jérôme Lapierre, les gouvernements sont vraiment sur une autre planète. Ils devraient être les premiers à aller sur Mars, comme ça on se serait débarrassé. Bon point, Jérôme. Alors, voilà.